Les partis pro-Union européenne ont remporté les élections législatives de dimanche en Roumanie. Mais les forces d'extrême droite ont réalisé des gains significatifs. Législative en Irlande, des résultats très serrés, mais les électeurs semblent avoir décidé de conserver les deux partis de centre-droit sortants qui vont tenter de former une coalition. Les manifestations se sont poursuivies pour la 4e nuit consécutive en Géorgie, suite à la décision du gouvernement de suspendre les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Les pays de l'OTAN appellent à une désescalade en Syrie, après la capture d'Alep par des groupes rebelles qui a donné lieu à une contre-offensive de l'armée nationale de Bachar al-Assad. Les partis pro-Union européenne ont remporté les élections législatives de dimanche en Roumanie. Le Parti social-démocrate de gauche est arrivé en tête du scrutin avec près de 23% des voix, 5% devant ses plus proches concurrents. Les partis populistes d'extrême droite ont cependant réalisé des progrès considérables. L'Alliance pour l'unité des Roumains est arrivée en 2e position en obtenant un peu plus de 18% des voix. Les Roumains seront de nouveau appelés aux urnes dimanche pour le second tour de la présidentielle, qui opposera le candidat populiste pro-russe Călin Georgescu à Elena Lasconi, plus favorable à l'Union européenne. But the scores of the pro-EU camp show that the future parliamentary majority and government will continue Romania's pro-West course as NATO's eastern flank main country. But the rise of the ultra-nationalist parties is a sobering reality for Romania's political scene. A strong turnout in voting is the result of the shock result of the first round of the presidential election. Vitalie Cojocari, Euronews România. Législative en Irlande, des résultats très serrés entre les trois principales formations politiques, mais les partis de centre-droit qui représentent la coalition sortante semblent mieux placés pour former le prochain gouvernement. Le Fine Gael et le Fianna Fáil ont néanmoins tous deux obtenu une part réduite des voix et vont devoir mener des négociations de coalition complexes pour pouvoir continuer à diriger le pays. Selon les derniers résultats, le Fianna Fáil a obtenu 40 sièges et le Fine Gael 33. Il leur faudra donc trouver d'autres partenaires pour dégager une majorité. Well, I think there is a very clear route back to government, although it's not fully determined, because a lot will depend on those final seats that I've spoken about. But what I am very confident about is that my party will have a very significant role to play in the years ahead, and I'm cautiously optimistic and excited about what the weeks ahead hold. Le Sinn Féin arrive en 2e position avec 34 sièges, mais il pourrait avoir du mal à trouver des partenaires prêts à former une coalition avec lui. Le Fianna Fáil et le Fine Gael ont d'ores et déjà déclaré qu'ils ne travailleraient pas avec le parti, citant sa politique trop à gauche et ses liens historiques avec l'IRA. We understand that vote was for a change in government. And I and we will do everything that we can once the voting's finished and the seats are filled to pursue that goal. Le coût de la vie et la crise du logement en Irlande ont été les thèmes dominants de la campagne électorale. L'immigration a également été une question clé dans ce pays de 5,5 millions d'habitants. Les résultats de l'élection signifient que l'Irlande s'est en partie écartée de la tendance mondiale qui voit les candidats sortants sanctionnés par des électeurs mécontents. Les manifestations se sont poursuivies pour la 4e nuit consécutive en Géorgie, suite à la décision du gouvernement de suspendre les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Selon les autorités, au moins 43 personnes ont été hospitalisées à la suite d'affrontements violents entre la police et les manifestants. Le Premier ministre géorgien Irakli Kobakidze a appelé au respect de la loi dans le pays. მინდა ყველას მოუწოდოს სიმშვიდისა და კანონის დაცვისკენ. ყველას შევახსენებ, რომ ნებისმიერ სამართალდარღვევას კანონის თელი სიმკაცრით გაეცემა პასუხი. პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევიან ვერც ის პოლიტიკოსები, რომლებიც თვითონ ოფისებში იმალებიან და მათი ძალადობრივი დაჯგუფებების წევრებს მძიმე საშელისთვის წირავენ. Les troubles ont commencé il y a 4 jours, lorsque le gouvernement, dirigé par le parti populiste Rêve géorgien, a annoncé qu'il suspendait les négociations d'adhésion à l'Union européenne, jusqu'en 2028 au moins. Cette annonce faisait suite à une résolution du Parlement européen, mettant en doute la légitimité des élections législatives du 26 octobre, qui ont vu la victoire de Rêve géorgien. L'UE a accordé à la Géorgie le statut de pays candidat en décembre 2023. Mais Bruxelles a suspendu ce processus au début de l'année, après l'adoption par Tbilissi d'une loi controversée sur l'influence étrangère, largement considérée comme une atteinte à la démocratie.
Entre-temps, Irakli Kobakidze a déclaré que la présidente Salomé Zourabichvili devait quitter son poste à la fin de son mandat, au plus tard ce mois-ci. La chef d'État pro-UE a toutefois promis de rester pour soutenir les manifestants et affirme que le gouvernement illégitime n'a pas le pouvoir de choisir son successeur. The elections that led to this parliament and then to the government are not legitimate. They are not recognized by anyone. They have not been recognized by the Georgian population in the first place. They have not been recognized by the political forces in the country. Salomé Zourabichvili affirme par ailleurs que la Russie a mené ce qu'elle qualifie de guerre électorale contre la Géorgie, comme elle l'aurait fait lors des récentes élections en Roumanie et en Moldavie. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a annoncé que l'Union européenne ouvrirait 2 groupes de négociations d'adhésion avec l'Ukraine au cours du premier semestre 2025. Costa et la nouvelle chef de la diplomatie européenne, l'Estonienne Kaja Kallas, ont effectué une visite surprise à Kiev le premier jour du mandat de la nouvelle Commission européenne. Costa, l'ancien Premier ministre portugais, a également exposé les détails de l'aide financière supplémentaire accordée à l'Ukraine. On top of this, starting next month, we plan to provide for a full year, every month, 1.5 billion euros of assistance. This money comes from the proceeds of Russia's frozen assets and can also be used for military purposes. Volodymyr Zelensky a évoqué avec Kallas la nécessité pour l'Ukraine de disposer de systèmes de défense aérienne, tandis que la Russie a récemment utilisé un missile balistique contre Dnipro. Kallas a rassuré que l'UE ferait tout le nécessaire pour que l'Ukraine gagne la guerre contre la Russie. Les appels à la désescalade se multiplient suite au regain des hostilités en Syrie, entre les rebelles et l'armée nationale de Bachar al-Assad après une trêve de 5 ans. Dans une déclaration commune, les pays de l'OTAN ont appelé à la protection des civils et des infrastructures, afin d'éviter de nouveaux déplacements de population et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Une alliance de groupes rebelles syriens a pris le contrôle d'Alep au cours du week-end, lors d'une offensive surprise qui a donné lieu à une contre-attaque des forces de Bachar al-Assad. La télévision d'État syrienne affirme que les forces gouvernementales ont tué près de 1000 insurgés au cours des derniers jours, sans fournir de preuves. Le regain de la guerre en Syrie risque d'aggraver une situation déjà critique au Moyen-Orient, en entraînant d'autres puissances étrangères dans le conflit. La Russie et la Turquie soutiennent en effet des groupes opposés dans le pays. Avant de quitter la Maison-Blanche, Joe Biden accorde un dernier pardon présidentiel. Mais pas à n'importe qui, l'heureux bénéficiaire n'est autre qu'un membre de sa famille. C'est par ce communiqué publié dimanche soir que le président américain a annoncé la grâce qu'il accordait à son fils cadet âgé de 54 ans. Ancien avocat et homme d'affaires reconverti dans la peinture, Hunter Biden, qui avait été reconnu coupable de fraude fiscale et de détention illégale d'armes à feu, attendait de connaître sa peine dans ces 2 affaires. Pour justifier sa décision, Joe Biden évoque un procès politique et dénonce une erreur judiciaire. Il avait pourtant à plusieurs reprises exclu de gracier son fils, qui risquait jusqu'à 25 ans de prison. Sa décision, qui risque de relancer le débat sur l'indépendance de la justice, n'est pas totalement inédite. Avant lui, Bill Clinton avait gracié son demi-frère condamné pour possession de cocaïne et Donald Trump a gracié le père de son gendre condamné pour fraude fiscale. Mais dans les 2 cas, ces hommes avaient déjà purgé leur peine de prison, contrairement au fils de Joe Biden. Après des décennies de négociations, le traité Mercosur entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, continue de déchaîner les passions. Des centaines d'agriculteurs manifestent depuis plusieurs semaines en France contre l'accord de libre-échange. Beaucoup pensent qu'il va dévaster le secteur agricole français et entraîner une concurrence déloyale. On a une réglementation pour produire une alimentation en quantité et en qualité aujourd'hui que d'autres pays aujourd'hui, notamment ces pays d'Amérique latine, n'ont pas. Donc ça, on le dénonce. On ne peut pas aujourd'hui demander à l'agriculture française de faire quelque chose d'excessivement vertueux et d'importer des produits qui ne respectent pas le bien-être animal, les conditions environnementales, les conditions humaines aujourd'hui, le droit de l'homme. Voilà, c'est des choses qui sont importantes à nos yeux.
Pourtant, certains économistes estiment que l'impact du Mercosur pourrait être très limité. Dans l'accord avec le Mercosur, ce qui est négocié, c'est juste une réduction de droits de douane pour un certain volume de produits, un certain volume de viande, qui est relativement faible, puisque on parle de 99 000 tonnes de bœuf, c'est que 1,2% de la consommation européenne de bœuf. Donc c'est un impact, c'est quand même des volumes qui auront un impact assez limité sur le marché européen. Mercredi dernier, le Sénat français a voté à la quasi-unanimité contre l'accord, une rare démonstration d'unité dans un pays politiquement divisé. Mais le vote n'était que symbolique. La France peut-elle donc bloquer ce traité? Pour y arriver, elle compte former une alliance avec la Pologne. En Autriche, le ministre du Travail et de l'Économie a fait part d'une possible réticence de Vienne en déclarant attendre qu'un texte soit présenté avant de pouvoir en discuter. Mais il faut au moins 4 pays membres pour faire pression, car plusieurs poids lourds de l'Union européenne sont en faveur du traité, dont l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne. ¿Le interesa en estos momentos a la Unión Europea encerrarse sobre sí misma? ¿O le interesa en este contexto geopolítico que estamos viviendo y después, particularmente de las elecciones norteamericanas, el ampliar la red de nuestros acuerdos comerciales con países terceros para mantener nuestra influencia también económica y comercial? Le sommet du Mercosur, qui se tiendra les 5 et 6 décembre en Uruguay, pourrait être un moment clé pour la signature de l'accord.